qui ont volo. Nous allons reprendre au chapitre 19, l'Alliance des Trois. Ils retrouvèrent Ambre à l'heure dite et grimpèrent dans les étages quittés par Tobias. Chacun tenait une lampe à huile, unique source d'éclairage avec les bougies qui jalonnaient les corridors, plantés dans ce qui avait été autrefois des portes torches décoratives. Ils durent examiner les tranches des livres de deux bibliothèques afin d'en trouver une qui comportait des ouvrages scientifiques. C'était une petite salle à l'écart, au dernier étage. Les murs disparaissaient sous les étagères colossales, au point d'y avoir construit une corniche qui faisait le tour de la pièce, à 4 mètres de hauteur et à laquelle on accédait par un escabeau grinçant. Les ouvrages tapissaient le décor d'une mosaïque polychrome adoucie par le faible éclairage de la lune au travers des fenêtres. Une table bordée de bancs tapissés de verre trônait au centre. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» demanda Matt. « Tous les ouvrages qui traitent d'électricité et de l'énergie, des déplacements. » Les deux garçons se regardèrent surpris. Tobias protesta. « Tu es sûr que ça va nous servir à… » Ambre le coupa. « Vous voulez m'aider, oui ou non ?» Ils hochèrent la tête et se partagèrent les rayons. Il n'était pas simple de lire les titres sous le seul éclairage des lampes à huile, et très souvent, il devait ouvrir le livre pour inspecter son index. Après 1 heure de fouille, il n'en avait mis de côté qu'un seul. Ambre, qui avait le sceptre du haut, se pencha sur la rambarde pour s'adresser au garçon. « Je ne trouve rien. À tout hasard, dans ce que vous avez trié, il y aurait un ouvrage sur la télékinésie ou l'électricité statique. » Matt fit une grimace d'incompréhension. « C'est quoi la téléki ?» C'est le déplacement des objets à distance, être capable de faire bouger une fourchette sans la toucher, par exemple. C'est des livres de magie qu'il te faut, s'esclaffa Tobias. Mais voyant le regard sévère de la jeune fille, il se reprit aussitôt. « Non, je n'ai pas vu ça, déclara-t-il. « Pourquoi t'intéresses-tu à ces sujets ?» demanda Matt. « Parce qu'ils ont peut-être un lien avec ce qui est arrivé au monde pendant la tempête. » On ne saura jamais ce qui s'est passé. Détrompe-toi, la réponse est sûrement non. Oh non, comment ça ? Ambre hésita à poursuivre la conversation, puis descendit rejoindre les garçons. Tous trois s'assirent autour de la table. « Je suis certaine qu'aucune maladie ne nous affecte. Ce n'est qu'une perturbation naturelle, les conséquences de la tempête sur nos organismes. » « Tu déduis ça toute seule ?» s'émerveilla Matt. « À vrai dire, c'est Doug qui m'a donné cette idée. Figure-toi qu'il pense que c'est la Terre qui se venge. Les hommes l'ont trop maltraitée pendant longtemps. Ils l'ont polluée jusqu'à la rendre invivable. Alors, avant qu'on ne détruise tout, elle s'est retournée contre nous. Les scientifiques ignoraient tant de choses sur le monde, sur l'énergie, sur l'étincelle de vie, cette électricité essentielle à l'apparition de la vie sur Terre, celle-là même qui anime nos cellules,
si cette étincelle de vie était tout simplement le battement de cœur de la terre, sauf qu'à un moment, elle a décidé de tout changer avant qu'il soit trop tard. Les flammes illuminaient le visage d'Ambre, soulignant la douceur de ses traits. Tu parles de la terre comme d'une forme de vie. C'est exactement ce qu'elle est. Doug dit qu'elle aurait une forme de conscience qui nous échappe, qui se transmet dans l'essence de toute chose. Au cœur des végétaux, des minéraux et de l'homme forcément. Et pour se défendre des hommes, elle aurait activé cette intelligence pour l'altérer, pour modifier les cellules des végétaux afin qu'ils poussent plus vite pour reprendre le contrôle de la planète. Et avant ça, en jouant avec ses humeurs, le climat. Les éclairs qu'on a tous vus ont servi à déséquilibrer le patrimoine génétique des hommes qu'ils frappaient. La plupart ont disparu, vaporisés, probablement que leur organisme n'a pas supporté la décharge. D'autres ont muté pour devenir des gloutons. Quelques-uns n'ont pas été foudroyés et formant aujourd'hui les cyniques. Et enfin, il y a nous, les pans, comme si la terre gardait espoir en nous. Elle n'a pas totalement détruit l'humanité. Elle a épargné ses enfants pour qu'ils refassent le monde de demain, en étant plus respectueux. Pourquoi les adultes sont-ils agressifs avec nous alors? Questionna Tobias. Parce que la tempête les a privés de leur mémoire, de ce qu'ils sont. Tout ce qui leur reste, c'est la conscience que seuls les enfants ont été volontairement épargnés. Ils seraient jaloux de nous. Ambre haussa les épaules. Je ne sais pas, tout ça, c'est des suppositions. Mais ça tient debout. Quand on regarde autour de nous, on en saura plus lorsqu'on découvrira pourquoi les cyniques enlèvent les pans. Quel rapport avec la télékinésie, insista Matt. Salut Diego. Eh bien, Ambre chocha ses deux interlocuteurs un court instant avant de se lancer. De plus en plus de pans se plaignent de choses bizarres. Une fille de mon manoir n'arrête pas de se prendre des petits coups d'électricité statique dès qu'elle touche un objet. L'autre jour, elle s'est mise en colère. Elle n'en pouvait plus. Une dizaine de minuscules éclairs sont apparus du sol, pas plus haut qu'un grain de riz, mais il y en avait beaucoup, et c'était le soir, alors on ne pouvait pas les manquer. Tu veux dire que c'est elle qui les a fait apparaître? S'étonna Tobias. Oui, j'en suis sûre. Elle s'est calmée aussitôt en découvrant ce spectacle hallucinant, et ils ont disparu. Depuis, elle ne prend plus de coups de jus toutes les 5 minutes, mais ses cheveux se soulèvent sur son crâne dès qu'elle dort, comme si elle était traversée par du courant. Je ne lui ai rien dit pour ne pas lui faire peur, mais il se passe quelque chose. C'est complètement dingue ce truc, fit Tobias. Et elle n'est pas la seule.
générée par la tempête. Cette impulsion qui a transformé le monde. Bienvenue à toi, Fox Bob. Générée par la tempête, cette impulsion qui a transformé le monde a fini par nous modifier à sa manière en s'intégrant dans notre génétique. On nage. Devine. Alors, c'est quoi déjà la génétique? Intervient Tobias. C'est ce qui concerne nos gènes, tout ce qui fait que tu es un être humain, noir, blanc ou autre, aux cheveux de telle ou telle couleur, de petite ou grande taille, bref, c'est la combinaison biologique de ce que tes parents et tes ancêtres te transmettent et qui fait que tu es comme tu es. Merci. Un petit peu plus. C'est un truc de dingue, répéta Tobias fasciné. Notre chance est de ne pas nous changer en gloutons, mais quelqu'un d'entre nous développe des liens avec certains aspects de la nature, l'étincelle pour le feu, l'électricité et la télékinésie. Oui. Ambre fixa Matt. Oui. Face au silence et à l'attitude gênée de la jeune fille, Matt hésita à poursuivre. Soudain, il comprit ce qui n'allait pas. C'est toi, n'est-ce pas? Tu es victime de cette transformation. Je préfère dire altération. Je suis toujours la même, sauf qu'un changement subtil s'opère en moi. Je le sens. Oui. Tobias ouvrait les yeux, comme s'il pleuvait des barres de chocolat. Tu es capable de déplacer des objets sans les toucher, s'exclama-t-il. Un moyen de contact. Ici. Chut, s'énerva Ambre. Ne le crie pas, je n'ai pas envie qu'on me regarde comme un monstre de foire. C'est pour ça que je voudrais trouver des livres de la physique, comprendre quelles sont les forces en présence. Tu peux réellement déplacer les objets, insista Tobias. Non, pas tout à fait. D'habitude, je suis plutôt maladroite. Dans ma vie, j'ai renversé un nombre incroyable de verres, tasses, stylos, et ainsi de suite, qui tombent ou roulent au moment où je vais la saisir. Et à YouTube. Quand j'étais petite, je croyais que j'avais la poisse, ce qui est stupide, je le reconnais. C'est juste que je ne suis pas attentive. Je pense toujours à plusieurs choses en même temps et du coup, je suis distraite. La semaine dernière, j'ai mis un coup de coude dans une lampe sans le faire exprès. Je me suis précipitée pour la rattraper avant qu'elle ne s'écrase. Je le fais toujours, même si ça ne sert à rien, parce qu'il est impossible d'être aussi rapide. C'est un réflexe. Je suis désolée. Non.
saisir juste avant qu'elle ne touche le sol. Non, répliqua Tobias incrédule. Tu plaisantes. Matt, lui, ne mettait pas la parole de la jeune fille en doute une seule seconde, tellement le phénomène incroyable avait eu lieu. Depuis la tempête, qui ne trouva pas celui-ci plus surprenant. Tu peux contrôler ce pouvoir, demanda-t-il. Non. Cependant, il est en moi. Tu en as parlé aux autres. Tobias suivait l'échange. Son scepticisme se transforma en curiosité. Non, vous êtes les premiers. À l'hydre des filles se doute que quelque chose cloche sans deviner quoi. Elle considéra les deux garçons qui la regardèrent sérieusement avant de soupirer. Si vous saviez comment ça fait du bien de partager ce poids, murmura-t-elle subtilement fragile. Elle ne cessa de surprendre Matt. Tour à tour, vive et presque adulte dans son vocabulaire, sa présence, puis soudain, enfantile lorsque le masque de la jolie fille sur d'elle s'effaçait. Elle se ressaisit aussitôt. Dites, vous ne voudriez pas m'aider dans mes recherches, pas seulement ce soir, mais les autres jours. Je pense que les pans de l'île qui souffriront de maux particuliers viendront me voir et ensemble nous pourrons tenter de percer les mystères de cette altération. Aucun mystère là-dedans, rétorqua Tobias avec sa simplicité coutumière. Si ce que tu racontes est vrai, alors les pans sont en train d'avoir des pouvoirs. Ambre secoua vivement la tête. Ce ne sont pas des pouvoirs. Le mot contient une connotation magique, surnaturelle. Et franchement, je n'y crois pas une seconde. Là, il s'agit de facultés en rapport avec la nature, j'en suis certaine. Sergio avait de la fièvre. Il était brûlant comme les braises avant d'être soudain capable d'allumer un feu juste en frottant 2 silex. Gwen n'arrêtait pas de prendre des minuscules décharges avant de faire apparaître des éclairs. Il existe un lien entre la nature et ses facultés qui nous tombent dessus. Elles apparaissent progressivement avec des symptômes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Il faut collecter les troubles des autres pans pour saisir l'altération qui va s'opérer en eux. Ne pourrait-on pas en parler avec Doug? Il connaît tellement de choses, proposa Tobias. Hors de question, s'opposa Ambre. Je le trouve étrange. Il sait tout, il saura quoi faire, insista Tobias. Justement, il en sait trop, c'est louche. Je sens qu'il ne nous dit pas tout. J'ai eu des conversations avec lui au sujet de la tempête et ces déductions que je vous ai exposées sont formidablement logiques. Comment peut-on penser à ça tout seul, à seulement 16 ans?
a su les recadrer immédiatement et il a fait preuve d'intelligence et de fermeté pour prendre le contrôle de l'île et la tenir. Cette autorité, ce serait le chaos. Je crois que c'est naturel chez l'homme et même chez l'ado. Les plus puissants cherchent à s'imposer et ils font la loi si un plus malin n'est pas là pour tout organiser et installer un équilibre pour tous. Bye, good night. D'accord, c'est un bon meneur, concéda Matt. Cela dit, Doug cache quelque chose. Il baissa la voix. Et ce n'est pas tout. Il leur raconta la conversation qu'il avait surpris 3 nuits plus tôt. Je n'ai plus reconnaître les voix. Ce n'était ni Doug ni Régis, ça j'en suis sûr. Ce qui signifie qu'on fait des cachotteries au Kraken et qu'on ferait mieux d'être discret. Ambre approuva. Je vous propose qu'on forme une alliance, tous les trois. Nous allons avoir l'œil sur tous les comportements bizarres des autres pans. Et on se retrouvera ici régulièrement pour faire le point. Se tournant vers Tobias, elle demanda: Doug vient souvent dans cette bibliothèque? Non, je crois qu'il traîne plutôt aux étages inférieurs. Ici, c'est désert. Parfait. Et avec tous les couloirs et les portes, je pourrais vous rejoindre sans éveiller l'attention. Elle tendit la main au-dessus de la table et les deux garçons y posèrent la leur en un geste solennel. Nous allons enquêter ensemble, annonça-t-elle, pour la vérité et le bien-être des pans. Sous la clarté chaleureuse des lampes à huile, ils partagèrent un regard excité par cette promesse de secret. Pour la vérité et le bien-être des pans, répétèrent-ils d'une seule voix. L'alliance des trois était née. Chapitre 20. Les traîtres. Matt continua de se reposer les jours suivants, tout en participant à son rythme aux différentes corvées. Bien qu'il fût attentif, il ne remarqua rien d'anormal chez ses compagnons, ni suspect, ni manifestation de l'altération. Il ne savait s'il s'habituait à l'idée de ne plus jamais revoir sa famille. Cependant, il vivait de mieux en mieux sa tristesse. Elle restait présente, surtout au moment de s'endormir. Là, il lui arrivait de pleurer, des larmes qu'il s'empressait de cacher. Est-ce que les autres pans étaient passés par là eux aussi? Probablement. Matt avait de la peine pour les plus jeunes. Les petits devaient souffrir de ce manque d'affection, cet abandon, raison pour laquelle, sans doute, ils demeuraient ensemble. Matt avait bien remarqué ces grappes de 5 ou 6 gamins qui marchaient, parlaient, mangeaient et dormaient en bande. Doug et les autres pans plus âgés les laissaient faire, estimant qu'ils en avaient besoin. La dynamique du groupe créait d'une certaine manière un cocon protecteur, une chaleur humaine, le sentiment de ne
je m'appelle Doug. Tu as l'air épuisé. On va te conduire à un lit propre et ce soir. Si tu te sens mieux, on t'écoutera dans la grande salle. Non, réunis les pans de toute l'île tout de suite, dit-il en posant ses sacoches. Je dois vous parler sans attendre. Les quelques adolescents présents dans la cuisine s'observent inquiets. Matt vit parmi les sacoches une hache à la lame émoussée et aux manches tachées de brun. Fais-le maintenant, Doug, insista le long marcheur. Je veux vous apprendre les nouvelles du monde sans plus attendre, car elles ne sont pas bonnes. L'agitation qui secouait les rangs de la grande salle trahissait une angoisse profonde. Il n'était pas normal de se réunir en plein après-midi, et le visage fermé du long marcheur ne rassurait guère. Il monta sur l'estrade de pierre, après s'être débarrassé de sa cape crottée, et demanda le silence d'un geste. Matt remarqua qu'il ne s'était pas séparé de sa ceinture, à laquelle pendait un énorme couteau de chasse. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Faites silence, témoignez votre respect pour les nouvelles du monde, car cette fois, j'en ai peur, elles seront sinistres. Une clameur se répandait dans la salle avant que le long marcheur ne lève à nouveau le bras. Il semblerait qu'on ait repéré les cyniques, exposa-t-il. Ils sont au sud, loin d'ici, rassurez-vous, mais ils sont nombreux, très nombreux, au dire de quelques témoins. Au-delà de la forêt aveugle, demanda un jeune pan avec des lunettes et une large cicatrice sur la joue. Oui, bien plus bas. Matt se pencha vers Tobias pour lui chuchoter. C'est quoi cette forêt aveugle? Loin au sud, une forêt est si grande qu'on n'en connaît pas les limites. Ses arbres sont hauts comme des buildings et elle est si dense que la lumière du jour ne filtre pas. Personne n'a jamais osé s'y enfoncer. Une fille avec une queue de cheval interrogea Ben à son tour. Comment l'a-t-on appris? Les longs marcheurs ont traversé la forêt aveugle. Non, fit Ben. En réalité, cette forêt court sur des centaines de kilomètres, mais très loin à l'ouest, il existe des trouées, des passages sinueux que les cyniques empruntent. Plusieurs pans les ont vus. Les cyniques ont colonisé tous les territoires du sud, sur des milliers de kilomètres, dit-on. C'est à vérifier, bien sûr, mais affirmé par deux sources différentes. On ne sait rien de leurs organisations, juste qu'ils sont là-bas, ils ont lancé quelques incursions au nord, vous le savez. Les rumeurs d'enlèvement de bancs sont fondées. On ne parvint pas à tenir des chiffres précis, mais il semblerait que plusieurs dizaines de bancs aient été kidnappés un peu partout, et ça ne s'arrête pas. Si, sait-on ce qu'ils deviennent? Demanda Doug. On ne les revoit plus, c'est tout. Les cyniques les emmènent avec eux au sud. C'est en suivant l'une de ces expéditions que des pans ont découvert ces immenses colonies. Pour l'heure, il est impossible de s'enfoncer loin dans leurs terres. Il semblerait qu'ils obéissent à une hiérarchie, mais on n'en sait pas plus. Un murmure s'éleva. Ce n'est pas tout, reprit le long marcheur. J'ai une autre nouvelle, une autre mauvaise nouvelle. Tout porte à croire qu'une large partie de ces enlèvements ait bénéficié d'une aide des bancs, des traîtres. Une rumeur se transforma, le murmure se transforma en exclamation de colère. C'est confirmé dans 2 sites, insista Ben en haussant la voix pour se faire entendre. Néanmoins,
marcheurs transmettent à présent cette information. Faites attention, soyez vigilants. Certes, il ne faut pas entrer dans la paranoïa non plus, ce qui risquerait de semer la discorde chez nous. Mais un peu de vigilance et une dose de bon sens peuvent nous sauver la mise. Autour de Matt, chacun y alla de son commentaire. Tu vois qui pourrait être un traître ici. Non, on est tous solidaires, quoique Roy est bizarre des fois. Un autre intervient aussitôt. Non, pas Roy, je le connais bien, c'est un chic gars. Par contre, Tony est réglo, c'est mon pote, je peux te l'assurer. Et un autre ajoute, et Sergio, il est flippant des fois. Impossible, c'est une tête de mule. Pourtant, il a pas plus droit comme mec. Dès qu'on suspecte quelqu'un, un pan se dressait pour le défendre. Matt réalisa que c'était peut-être là une différence majeure entre les enfants et les adultes. Cette capacité à se faire confiance, à rester solidaire. Votre île est isolée des autres communautés de Pan, ajouta Ben. Aussi, prenez garde, vous êtes une proie tentante. Ce sont là les deux grandes nouvelles du monde. Ce soir, je vous raconterai la vie des autres sites, les découvertes et les idées qui circulent ailleurs. Il descendit de l'estrade et Doug le rejoint pour le questionner en le conduisant vers une chambre propre. Matt croisa le regard d'Ambre assise un peu plus loin, sur un banc. Ils hochèrent la tête doucement. Ils devaient se parler. Un peu plus tard, Matt et Tobias marchaient sur un sentier derrière le manoir du Kraken. Au fait, le groupe de 8 bancs que tu as rejoint quand j'étais inconscient avant de trouver cette île, ils sont toujours là. Pour 7 d'entre eux, oui. Qu'est-il arrivé au 8e? Elle, c'était une fille. Elle s'est fait attaquer au cours d'une cueillette de fruits dans la forêt. On n'a jamais su ce qui c'était exactement. Une meute de chiens sauvages ou un glouton peut-être. On a seulement retrouvé son corps. Du moins, ce qui en restait. C'était atroce. Ah, fit Matt, confus. Peut-être un monstre comme celui qui a failli nous sauter dessus avant que Plume ne le fasse fuir. Non, depuis j'ai appris que des longs marcheurs en avaient croisé. Ils appellent ça des rôdeurs nocturnes. Salut, Capinator. On ne les voit que la nuit. Il paraît que c'est la créature la plus redoutable. Rien que d'y repenser, j'ai la chair de poule. Et les autres, les 7 qui t'accompagnaient, ils sont encore présents. Oui, il s'agit de Calvin, tu le connais, et d'autres que tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer, comme Svetlana, une fille très solitaire du Capricorne, ou Joe du Centaure. Depuis qu'on est sur l'île, on est tous très occupés. Dont il dit pourquoi il suivait les scarabées, tu te rappelles? C'était ce qu'ils avaient écrit sur la planche dans la forêt. Ah oui, c'était l'idée de Calvin. Il avait déjà aperçu les scarabées au nord, et comme ils allaient tous vers le sud, il en avait conclu qu'il fallait faire confiance à l'instinct des insectes. Il disait que des milliards de bestioles ne pouvaient se tromper en allant vers le sud. C'est pas bête. Ambre vint à leur rencontre en entrant directement dans le vif du sujet. Intéressant ce que Ben nous a dit. Cette histoire de traître, ça ne vous rappelle rien? La discussion que j'ai surprise l'autre nuit, proposa Matt. Peut-être bien. En effet, on se fait sûrement des idées. Cela dit, mieux faut être prudent. Je vous propose qu'on monte la garde cette nuit et les suivantes. Il faut avoir une vue sur le Kraken. C'est là que ça bouge. Au moins,
n'avez jamais vu la fumée verte qui s'en dégage et le monstre qui rôde derrière les fenêtres? Impossible, on ne met pas les pieds dedans. Bon, on verra bien, on en discutera tout à l'heure, trancha Ambre. Tu ne te feras pas remarquer si tu n'es pas dans ta chambre cette nuit, s'étonna Matt. Non, personne ne viendra voir, ne t'en fais pas. Lorsque les premiers bancs sont arrivés sur l'île, Doug a décrété que les filles et les garçons ne dormiraient pas dans le même manoir. Mais il n'a jamais interdit de passer la nuit ensemble tant qu'on ne dort pas, assura-t-elle en riant. Et puis, j'en ai marre de son autorité. Ce soir, quand le long marcheur aura fini, on se retrouve sous le grand escalier. Là, une porte mène à un couloir de service en face d'un placard. À cet endroit, on sera sûr que personne ne viendra. Elle tendit la main et ils posèrent la leur. L'alliance des gonds droits, dirent-ils en chœur. Ah, la haute tour du manoir hantait les dominait, insensible au vent glacé qu'il soufflait du nord, encerclée de corbeaux qui tournoyaient comme des sorcières autour d'un feu de joie. Chapitre 21. Surveillance. Le long marcheur leur raconta les sites de l'Ouest, les retrouvailles des uns, les découvertes des autres, comme chaque village s'organisait. Et il rapporta quelques dissensions, essentiellement à cause de l'autorité qui ne faisait pas toujours l'unanimité. Certains sites procédaient à des élections pour élire un grand pan, dans d'autres, cela se faisait naturellement, comme sur cette île. Cependant, Matt apprit que cette relative harmonie, qu'il sentait fragile, était parfois née dans la violence. Au début des regroupements, les adolescents les plus vieux, souvent les plus agressifs, s'étaient imposés. En l'absence d'adultes et avec le règne de la peur, la loi du plus fort s'était imposée en premier lieu, avant que la raison et le nombre ne reprennent le contrôle. Néanmoins, il demeurait quelques sites où l'autorité était exercée par des brutes qui réduisaient leurs camarades en esclavage. Pour l'heure, personne n'osait s'en mêler, mais des voix de plus en plus puissantes s'élevaient pour les dénoncer. Maintenant, le long marcheur était reposé et lavé. Matt remarqua combien ses blessures étaient nombreuses et impressionnantes. Plusieurs estafilades sur le cou, une demi-douzaine d'ecchymoses et ses avant-bras. Quant au-dessus de sa main droite, il était enflé et virait au fer zébré de bleu. Les longs marcheurs prenaient des risques énormes pour relier les sites panesques, se dit Matt, pour donner de l'espoir, transmettre les nouvelles et redonner un peu de force aux adolescents et aux enfants qui les reliaient entre eux. Il comprit alors le respect et la gratitude dont tous faisaient preuve à leur égard. Ben défroissa une feuille de papier noirci de notes et s'en servit pour dresser la liste. Voici les différents savoirs ou techniques qui ont été démontrés. Plusieurs pans qui vivaient à la campagne, pour certains des fils de fermiers, nous ont donné des procédures à suivre pour choisir sa terre, y planter des graines et tout ce qu'il faut pour démarrer une agriculture. On commence à rassembler des précieuses connaissances en matière médicale, notamment sur des méthodes de soins, bras ou jambes cassées. Une nouvelle liste devait
surtout pas consommer. Elles ont entraîné des empoisonnements, dont 3 mortels. Selon la procédure, je communiquerai tous les détails de votre grand pan à tout à l'heure. Tout à l'heure, tandis qu'il me fournira l'avancée de votre site pour qu'ensemble nous apprenions. Après plus d'une heure et demie de discours, le long marcheur remercia l'assemblée qui le félicita en frappant les verres sur la table. Puis tout le monde sortit dans l'excitation des dernières nouvelles. Matt s'éclipsa le plus discrètement possible par la porte sous le grand escalier et trouva sans peine le placard. Tobias y était déjà. Dans l'obscurité, je te jure, quelle idée elle a eue de nous donner rendez-vous ici, murmura Tobias. Vous êtes faits pour vous entendre tous les deux. Tu n'as pas de lampe, demanda Matt dans l'obscurité. Attends. Attends, soudain une lueur d'une blancheur pure apparut dans les mains de Tobias. Tu te rappelles mon morceau de champignon lumineux? Il brille encore et toujours aussi fort. La porte s'ouvrit sur Ambre qui s'empressa de le rejoindre. C'est génial ce truc, s'enthousiasma-t-elle en découvrant le végétal. Nous l'avons trouvé sur notre longue route jusqu'ici. Bon, on fait quoi? Leurs 3 visages éclairés par en dessous de cette lumière pâle prenaient des allures spectrales. Moi, je dis qu'il faut aller au manoir du Minotaure, fit la jeune fille. Le manoir hanté, s'alarma Tobias. Matt a raison, de là, on pourra surveiller le kraken et toutes ses allées et venues. Rien ne nous échappera. Tobias ne dissimula pas sa peur. Il esquissa une grimace dégoûtée. J'aime pas cette idée. Je vais monter dans ma chambre chercher des couvertures, exposa Matt. Je vous les lancerai par la fenêtre. Pendant ce temps, Tobias, tu passes par les cuisines pour prendre quelques fruits. Il faudra qu'on tienne le coup toute la nuit. Ils firent ce qu'ils avaient prévu et se retrouvèrent tous les 3 à arpenter un sentier mal entretenu. Une couverture sur les épaules et Ambre ouvrant le chemin avec une lampe à huile. Malgré la flamme ondoyante, la végétation restait d'un gris fuligineux à cause de la lune. Les ronces s'en mêlaient en nœuds complexes qu'il fallait enjamber. Le visage fouetté par les branches basses des arbres. Personne ne vint plus tailler ce chemin, grogna Ambre en tête, balayant le plus gros des obstacles. La faune d'insectes nocturnes grouillait autour d'eux, faisant bruisser les feuilles. Puis, le perron du manoir hanté apparut au détour d'une haie d'épines. Un court escalier conduisait au portail encadré de colonnes de pierre et surmonté d'une rosace en vitrail. Un colossal mur blafard formait un bloc fermé, coiffé de tours carrées et trapues. Inutile d'aller jusqu'à la tour la plus haute, annonça Ambre. Elle se trouve de l'autre côté du manoir. Je pense qu'il suffit de se hisser dans l'une de celles-ci. On y dominera le kraken. Matt s'avança le premier sur les marches et actionna la poignée du lourd portail. Il poussa le ventail et s'étend de l'épaule et il s'ouvrit avec un grincement lugubre. Sur ses talons, Ambre leva la lampe pour
Veux-tu que je sache? Je ne suis jamais venu ici. » Ils prirent au hasard et traversèrent 2 autres salles, l'une pleine d'armures inquiétantes qui tenaient des épées et des masses d'armes, la seconde décorée par des trophées de safari, lions, tigres, rhinocéros empaillés et une dizaine de têtes d'antilopes jaillissant des murs. Plusieurs crochets inutilisés témoignaient d'une collection plus importante. Aucun signe d'une présence quelconque. S'il était tenté, alors ce manoir prenait son temps pour dévoiler ses spectrales entailles. C'est pour mieux nous piéger, songea Matt. Une fois qu'on sera bien perdu, alors il sera temps de nous attaquer. À nouveau, couloir, bifurcation, porte et enfin escalier. Après quelques minutes, ils purent déboucher au sommet du tour, sur le flanc sud, d'où ils avaient une vue parfaite sur le Kraken. On sera bien ici, approuva Ambre en contemplant les environs. Leur poste de guet était entouré de créneaux surmontés d'un toit pointu d'ardoises grises. Aucune fenêtre pour empêcher le vent de siffler à leurs oreilles, mais un panorama garanti à 360 degrés. Ils dominaient les toits et seules 2 autres tours, dont la plus haute coiffée d'un dôme, les dépassaient. Ils s'emmitouflèrent dans leur couverture et se relayèrent pour veiller. Deux restaient assis à l'abri des courants d'air, tandis qu'un troisième se positionnait entre 2 créneaux pour surveiller le Kraken en contrebas. Matt prit le premier tour de garde. Il vit les lumières dansantes des bougies s'éteindre derrière les fenêtres au fur et à mesure que l'heure se faisait tardive. Bientôt, il n'en resta que 2. Je crois que c'est la chambre de Doug qui s'est allumée, précisa-t-elle à ses compagnons. L'autre, je ne sais pas. Après un long moment, durant lequel son nez devint glaçon, la chambre de Doug s'éteignit, mais pas l'autre. Un raclement métallique descendit de la haute tour. Tobias sursauta. C'était quoi? Relate probablement la structure qui bouge après le vent. Avec le vent, avança Matt. Tobias le regarda, pas rassuré pour autant. Ambre prit la suite plus tard, lorsque Matt sentit ses jambes faiblir.
se précipita sur la trappe sous le regard déstabilisé de Matt. « Toi aussi tu t'enfuis, je croyais qu'on... » »« Non, le coupa-t-elle. Je vais voir ce que c'est. » Tobias se prit la tête à deux mains et laissa échapper un gémissement. « C'est une grave erreur, je vous le dis, insista-t-il. C'est une très mauvaise idée. » Mais Matt avait déjà sauté dans la trappe pour suivre leur ami. Chapitre 22. Un secret inavouable. Ambre fonçait dans les couloirs obscurs du manoir, la lampe dressée devant elle pour protéger un cône tremblant de lumière orangée. Matt courait juste derrière elle et Tobias suivait, craignant de se retrouver seul dans ce lieu lugubre. Ambre s'orientait au jugé, poussant des portes et sautant des paliers pour ne pas perdre de temps. Soudain, ils se retrouvèrent bloqués par une lourde porte en bois, 2 battants de 4 mètres de haut, fermée par une impressionnante chaîne en fer et un cadenas rouillé. À cela s'ajoutaient des dizaines de verrous en acier, ainsi qu'une lourde barre. Des plaques de métal soudées renforçaient encore la structure. « Il faut vite trouver un autre accès, » lança Ambre, en reprenant son souffle. « Ce sera partout pareil, contre Matt. Tu as vu cette porte? Personne ne se serait donné autant de mal s'il existait un autre passage accessible. » Ambre acquiesça. C'était une logique imparable. Tobias montra un étrange dessin gravé dans le bois des battants. Regardez, on dirait un symbole démoniaque. C'est un pentacle, confirma Ambre en s'approchant. Une étoile à 5 branches dans un cercle entouré de lettres cabalistiques. Vous croyez que ça date d'avant la tempête? Fit Tobias. Que cette maison était habitée par un type voué au diable? Matt secoua la tête. Ça m'étonnerait, avoua-t-il en inspectant le cadenas. En même temps, le type qui a conçu l'architecture de cet endroit n'était pas net. C'est sinistre à souhait. Ambre ouvrait la bouche pour répondre quand on racla violemment le bas de la porte. Les 3 adolescents sursautèrent en criant. Un souffle puissant surgit par en dessous et balaya toute la poussière. « Il nous sent !» s'écria Tobias, « il nous sent !» Et comme pour lui répondre, une masse considérable se jeta sur les panneaux et fit trembler la barre et les chaînes. « On se tire !» lança Matt. Ambre en tête, ils détalèrent tous 3 à pleine vitesse. Ils se perdirent longtemps dans le dédale des salles avant de surgir enfin à l'air libre, haletant, les joues en feu, mais vivants. Matt dut s'adosser à l'entrée pour retrouver une respiration normale. La lumière que Ambre tenait encore à la main avait faibli. La lame avait, elle aussi, lutté pour survivre à cette agitation. Et elle retrouvait vigueur en même temps que le trio. On garde ça pour nous, souffla Ambre. Tant qu'on n'en sait pas plus, c'est notre secret. Tu veux enquêter là-dessus aussi? Questionna Matt. Un peu que je veux. Il faut interroger Doug. L'air de rien, toi tu es nouveau, il trouvera ça normal si tu lui demandes. Matt approuva. Moi, j'y remets plus jamais les pieds, s'écria Tobias. Écoute, fit Ambre, tu as vu la taille de cette porte et tout ce qui l'empêche de s'ouvrir. Je crois qu'on ne risque rien. L'air hagard, il rétorqua. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que disaient les passagers.
passagers du Titanic. Ils furent d'accord pour dire qu'ils n'apprendraient rien de plus cette nuit, et chacun retourna à sa chambre en regardant par-dessus son épaule à travers les couloirs. Cette nuit-là, pour le peu de temps qu'ils restaient à dormir, ils firent des cauchemars inoubliables. 2 jours plus tard, Matt cherchait Doug sur la terrasse derrière le Kraken. On lui conseilla d'aller voir au centaure. Matt prit le sentier qui courait au pied de la terrasse et s'enfonça dans la luxuriante végétation qui couvrait l'île. Il longeait l'hydre. Par les fenêtres ouvertes, il perçut les éclats de rire des filles. Il rejoignit un autre sentier, celui qu'il nommait le circulaire parce qu'il faisait le tour de l'île. Matt n'avait jamais quitté le Kraken, sauf pour accompagner Tobias ou Calvin, avec qui il s'entendait de mieux en mieux, mais jamais il n'était allé aussi loin. Cependant, il avait appris à reconnaître les silhouettes des différents manoirs et pouvait les localiser de tête. Il croisa une pan d'à peine 10 ans sur le sentier. Elle marchait avec une autre du même âge que Matt, et ils se saluèrent. Les 2 filles tenaient un panier plein de ces fleurs mauves qu'il avait aperçues plusieurs fois dans sa soupe du soir. Un quart d'heure plus tard, il remarqua que les arbustes et les buissons à sa droite n'étaient plus du tout le même vert qu'ailleurs. Ici, il tirait sur le noir, à tel point qu'il s'arrêta pour caresser une feuille et l'inspecter de près. Elle était bien noire, toute. Matt n'en revenait pas. Il sortit du sentier pour vérifier si le phénomène persistait. Il constata bien vite que même les fougères prenaient cette surprenante teinte morbide. Un bosquet s'agita. Matt pensa aussitôt à un lièvre ou à un renard, mais il n'eut que le temps d'apercevoir une longue patte noire, une patte luisante, semblable à du cuir. Jamais vu un petit mammifère comme ça. Plus loin, il écarta les taillis pour se frayer un chemin et découvrit un voile blanc qui courait de tronc en tronc sur une douzaine de mètres. Lorsqu'il vit de quoi il s'agissait, le choc fut tel qu'il se figea. C'est pas possible, murmura-t-il pour lui-même. C'est une toile d'araignée. Matt vit un oiseau desséché, capturé dans un cocon. Plus loin, un écureuil pendait dans la gangue filandreuse. Des dizaines de proies vidées, prisonnières de cette fleur mortelle, s'entassaient sur toute sa longueur. Matt fut pris d'un haut le cœur, et par-delà cette zone funèbre, il distingua un mausolée de pierre et plusieurs stèles grises. Le cimetière que Tobias lui avait déconseillé d'approcher. « Qu'est-ce que je fais là ?» balbutia-t-il. Lorsqu'il voulut se retourner, il ne reconnut plus le paysage. Par où était-il arrivé? Tout était sombre et identique, un chaos de plantes indiscernables les unes des autres. Matt se précipita droit devant, repoussait les lianes et les branches basses, tandis que des troncs craquaient dans son dos, et soudain la lumière blanche du sentier se profila. Matt le rejoignit à toutes jambes, en fixant la zone noire à sa droite. Il atteignit le manoir du centaure et s'interrogea encore sur ce qu'il avait pu contaminer la végétation à ce point autour du cimetière, et surtout en craignant de deviner ce que pouvait être la bête dont il avait vu la patte velue. Il détestait l'idée même qu'une araignée, même large comme une roue de voiture, non, c'est un
émanait une cacophonie ponctuée de bruissements d'ailes qui obligeaient à parler fort. Ta condition physique ne cesse de m'impressionner à voix tout qu'en le voyant. N'importe qui aurait mis un bon mois avant de pouvoir faire une longue promenade comme celle-ci, et toi, en moins de 10 jours, tu vagabondes sans peine. Je tiens ça de mon père, répondit-il avec un pincement de cœur. Tu connais Colline? Doug recula pour présenter un grand garçon aux longs cheveux, châtain, les joues ponctuées de quelques boutons taquinés. Mac le salua. C'est le doyen, 17 ans, il s'occupe des oiseaux. Le visage de Colline s'illumina. Oui, c'est ma passion, je les adore. Bonjour, moi c'est Matt. Salut Matt. Tu voulais quelque chose? Demanda Doug. Matt enfonça les mains dans ses poches de son jean et demanda à Doug d'un air innocent. Dis, ce fameux manoir hanté, tu crois vraiment qu'il est dangereux? Parce que je me disais qu'on pourrait peut-être le nettoyer et en faire des chambres supplémentaires, surtout si d'autres pans viennent vivre sur l'île un jour. Doug rétorqua aussi sec. Ne t'en approche pas. Ce n'est pas une histoire de grand-mère. Je te jure que cet endroit est diabolique. Plusieurs pans ont vu la tête d'un monstre apparaître la nuit derrière les fenêtres des tours. Et puis on a bien assez de place comme ça. Il doit y avoir de quoi faire. Encore une vingtaine de chambres, donc pas d'urgence. Toi qui étais là avant la tempête, tu pourrais me dire qui y vivait? Doug parut troublé. Il est impoli d'évoquer la vie d'avant la tempête, sauf si la personne décide de t'en parler elle-même. Oui, mais je me disais que toi, tu es au courant de ce qu'il y avait là-dedans, après tout. C'est ton père qui choisissait ses voisins, n'est-ce pas? Doug haussa les épaules. Un vieux monsieur l'a fait construire au tout début. Il est mort quand j'avais 8 ou 9 ans, et depuis, il est resté abandonné. Il n'était pas hanté avant la tempête? Je ne sais pas. Non, je suppose que non. Mais c'était un lieu qu'on n'approchait pas avec Reggie. On le trouvait effrayant. Et ce vieux monsieur, il faisait quoi? Doug planta ses prunelles dans celles de Matt et me trouve trop curieux, devina ce dernier. C'était un vieux monsieur, c'est tout. Comme je te l'ai dit, j'étais assez jeune quand il est mort, alors je ne m'en souviens plus. Matt sentait qu'on ne lui disait pas tout. Doug cachait quelque chose. Comme s'il avait peur. C'est ça, il y a quelque chose qui lui fait réellement peur là-dedans. Que pouvait-il savoir de si effrayant qu'il ne pouvait même pas répéter aux autres pans de l'île? Matt le remercia et alla s'éloigner lorsque le grand colis l'interpella. Hé, tu aimes les oiseaux? Tu peux venir quand tu veux. Et puis, un coup de main ne serait pas de refus. Il sourit, et cette expression lui donnait un air bête, le regard vide et les dents un peu jaunes. Matt considéra ce grand bonnet aux joues déformées par les boutons avant d'acquiescer. Colin n'était apparemment pas le plus vu des nébons. Il rentra au Kraken dans l'intention de partager son sentiment avec les deux amis. Ces deux amis, lorsqu'il aperçut Ambre dans la grande salle, en pleine discussion avec Ben le long marcheur. Elle était enthousiaste. Riait à ses remarques et lui posait plein de questions. Matt devina plus que de la curiosité dans l'attitude de la jeune fille. Elle était séduite par le charisme et le physique d'aventurier de Ben. Matt devait admettre que c'était un sacré bonhomme, presque 1,80 m, le menton carré, le nez fin et les yeux verts qui contrastaient avec sa chevelure noire. Il avait un physique
11e sera Ambre Caldero. Matt sursauta. Pas Ambre. Maintenant qu'on lui avait dépeint ses sorties dangereuses, il ne voulait pas que ses amis prennent autant de risques. Mais c'est la règle ici. Je ne peux rien y changer. Mais je peux m'assurer qu'elle est en sécurité. Aussitôt la réunion achevée, Matt alla voir Doug pour l'informer qu'il accompagnerait Ambre dans sa mission. C'est bien que pour ma première sortie, je ne sois pas seul, expliqua-t-il. Nous serons deux, et je t'assure que je ne ferai pas d'efforts superflus. Doug protesta, mais face à la détermination de Matt, il comprit qu'il ne servait à rien d'assister. Fais comme tu veux, abdiqua-t-il. Je ne peux pas t'ordonner de rester. Mais c'est une idée stupide, je te l'aurais dit. Et tu ferais mieux de rester avec quelqu'un comme Sergio. Il est costaud. S'il y a un problème, il pourra te protéger. Matt se garda bien de préciser qu'il y allait justement pour protéger Ambre, et il fila auprès de la jeune fille. Il apprenait à la connaître et sut d'emblée qu'il ne fallait surtout pas lui présenter sa présence telle qu'il la voyait. Ambre en vulnérable et lui en protecteur, risquant de la mettre hors colère. Elle détestait qu'on la dise faible ou fragile. J'y parle à Doug, je viens avec toi, lui dit-il. Ça va me familiariser un peu avec l'extérieur et pour ma première sortie, c'est bien que je sois avec quelqu'un de confiance. Le lendemain matin, ils étaient 13 sur le pont, à regarder leurs camarades actionner les rodins, puis la plaque de tôle pour leur permettre de quitter l'île. C'était le petit matin, des volutes de brume flottaient au-dessus du bras du fleuve, comme autant de danseurs éthérés. Matt revêtut son pull, il faisait frais, et remit son manteau mi-long noir, l'épée chargée sur le dos. Plume l'observait avec un regard triste. Il avait décidé de ne pas l'emmener. Il ne souhaitait pas lui faire courir le moindre risque. Autour de lui, chaque cueilleur portait un large panier en osier. Une fois de l'autre côté, Matt découvrit un sentier à peine visible tant la végétation le recouvrait. Ils marchèrent 20 minutes durant à travers une forêt extrêmement dense, avant de se scinder en deux groupes, l'un au nord, l'autre au sud.